Bonjour à tous et bienvenue sur Medusa. Alors aujourd'hui, beaucoup de choses au programme. Bitcoin est à 118 450 dollars et on a des signaux qui sont quand même assez intéressants. Donc on va regarder un petit peu tout ça, on va prendre le temps d'analyser, de comprendre le marché crypto. Donc pour rappel, moi, ça fait 8 ans que je suis dans la crypto, hein. J'ai démarré la crypto vers là, pendant le fameux bull run de 2017. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ma méthode, ma stratégie, etc., n'hésitez pas à regarder dans les liens en description. Donc, pour découvrir notre proposition du cercle, j'ai fait une vidéo donc, via ce lien. Vous pouvez y accéder et vous verrez justement ma méthode, comment j'appréhende le marché, etc. Ici, vous voyez que depuis justement 2017, même depuis avant ça, on a un pattern qui est assez intéressant. Et ce que je vous ai affiché ici, c'est la courbe des bandes de Bollinger. Donc les bandes de Bollinger, elles traduisent de la volatilité de l'actif en question. Et là, vous voyez des choses très intéressantes. Quand on a ici des bandes de Bollinger qui se compriment fortement, donc là on est en échelle de temps mensuelle, une bougie égale un mois de cotation. Ici, si on regarde, c'était justement pendant avril 2016, au moment où on a lancé ce fameux bull run qui a été ensuite cette banana zone, hein, parce qu'on avait eu cette phase de correction, cette phase de consolidation, on avait fait une reprise, et hop, on était parti justement sur une phase de bull run assez puissante. Vous voyez qu'on est venu chercher ces niveaux-là de compression des bandes de Bollinger juste avant notre bull run explosif au moment de 2020. Avec ensuite, on avait eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois de hausse consécutive très très puissante. On avait eu justement à ce moment-là, octobre 2020, un Bitcoin qui était parti et 2 mois après à peu près, les altcoins étaient fortement partis. Sur le mois de décembre-janvier, on avait eu réellement une explosion à ce niveau-là. On a eu ensuite une troisième occurrence de ce signal, juste là, avec ici en novembre 2023, donc quelques temps avant la validation officielle de l'approbation des ETF Bitcoin, hein, mais qui en réalité à ce moment-là, en novembre 2023, était déjà pricé. La majorité des personnes, en fait, à ce moment-là, quand il y a eu ce fameux breakout en octobre 2023, à ce moment-là, les institutionnels, etc., savaient que ça y est, c'était bon. La SEC allait basculer dans le camp de l'approbation. C'était sous Biden à l'époque. Et donc, on avait eu comme ça une jolie explosion. Et vous voyez qu'on est en train de retourner sur ces niveaux. Donc, on est sur des niveaux de compression qu'on n'avait pas vus depuis novembre 2023 et qu'on a vu que 3 fois depuis l'histoire de la cotation du Bitcoin. Donc, c'est extrêmement positif. Et vous voyez surtout que à chaque fois, ça s'était produit de la même manière. C'est-à-dire le prix qui s'approche fortement de la borne haute des bandes de Bollinger et qui vient clôturer au-dessus. Et quand on vient clôturer au-dessus, on lance ce fameux bull run. C'était arrivé justement en 2016, c'est arrivé également ici en 2020. Vous voyez qu'on frôlait la borne haute des bandes de Bollinger, puis on est venu la casser à la hausse. Idem ici. Vous voyez que on était juste proche des bandes de Bollinger, on est venu clôturer au-dessus des bandes de Bollinger et on est parti pour 1, 2, 3, 4 mois de rallye haussier. Et là, vous voyez on est vraiment à la limite. Alors bon, BLX est en train de bugger, mais sinon, si on regarde un petit peu sur une autre cotation, vous voyez qu'ici, la bande de Bollinger, elle se trouve à 127 000 dollars. Honnêtement, c'est très proche des niveaux actuels et c'est surtout que c'est totalement accessible, hein. Vous voyez que sur les derniers mois, on n'avait pas réussi à clôturer au-dessus de cette bande de Bollinger-là. Si on a un rallye un peu puissant qui nous emmène au-delà, par exemple aux 130 000, si on vient clôturer la fin de ce mois au-dessus de 127 000, donc 130, 135, etc., on lancera probablement les hostilités et on lancera du coup la fin de ce mouvement haussier, de cette banana zone dont je vous parle depuis quelques temps maintenant, hein, sur laquelle qui est un scénario que je joue bien évidemment, hein. Vous voyez ici mon objectif sur le court terme, enfin sur le moyen terme on va dire, hein, parce que là on reste quand même sur une échelle de temps mensuelle, donc parler de court terme ce serait un petit peu présomptueux. Mais vous voyez qu'ici je pense toujours qu'on viendra se loger entre 170 et 250 000 dollars pour un Bitcoin avant de corriger et probablement de réatteindre les 50 à 60 000 dollars sur le prochain bear market. Donc évidemment, à ce moment-là, on en reparlera. Il y aura plein de stratégies qui seront à mettre en place, hein, qu'on développe de notre côté et qu'on mettra en place justement avec les membres du cercle
puisque bien entendu, notre accompagnement, c'est un accompagnement long terme. Quand on est là sur le long terme, on crée ce cercle d'investisseurs justement pour pouvoir se créer du capital pendant les phases de hausse, le protéger et le faire fructifier pendant les phases de baisse. Donc pour ça, il y a plein de mécanismes, hein, que ce soit du staking, toutes les plateformes de earn, etc. Mais bon, on en reparlera bien entendu après. Pour le moment, ce qu'il faut quand même se rendre compte, c'est que là, on a une performance qui est très intéressante de la part du Bitcoin. Et quand on regarde en weekly, on a également des bandes de Bollinger qui sont très serrées. C'est assez rare d'avoir une confluence entre le weekly et le monthly. Ça arrive, et là, en l'occurrence, c'est bien le cas. Vous voyez ici des bandes de Bollinger qui se sont fortement resserrées en weekly. Donc, c'était pas arrivé depuis quelques temps, hein, depuis le mois de mars en l'occurrence, avec ici l'épisode sur les taxes douanières de Trump. Et avant ça, c'était arrivé justement ici en juillet 2024, pendant qu'on a justement posé notre fameux bottom. Donc là, on voit, hein, c'est vraiment flagrant, les bandes de Bollinger qui sont en train de se resserrer, de se comprimer. Donc ça, c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'on va avoir un mouvement explosif, un dénouement à toutes ces phases de consolidation. La question, c'est dans quel sens ça va avoir lieu, puisque évidemment, on en a parlé en monthly, mais si on arrive à breaker cette fameuse zone des 130 000 $, 132 000 $, enfin, en tout cas, si on arrive à casser le niveau des 127, bon, du coup, on lancerait potentiellement ce fameux rallye haussier. Donc là, il va falloir essayer de déterminer où on en est et aller chercher un petit peu sur des échelles de prix un peu plus courtes, que ce soit le daily ou le 4 heures, essayer de comprendre ce qui est en train de se passer sur le prix et est-ce que on est à l'aube d'un mouvement potentiel haussier fort ou pas. Donc là, on a eu un mouvement qui était très intéressant. Bon, alors on en a parlé, hein, on en avait parlé juste ici, que ce soit sur le groupe Telegram, mais également sur la chaîne YouTube. Juste ici, hein, on était à l'époque sur les 109 000 $. On avait identifié ces deux niveaux de support. On avait des niveaux de support évidents qui étaient donnés par ici le Cost Basis Distribution Heatmap. Donc si on regarde ici, alors je suis désolé, hein, je suis un peu malade. D'où ma voix. Donc ici, vous avez vu qu'on est revenu chercher les 109 400 $ et qu'on est venu récupérer les deux niveaux de support qui avaient été précédemment travaillés. Donc si ici, on vient regarder en 3 mois, on va voir des niveaux de support qui sont assez facilement distinguables. Il y avait ce premier niveau de support que vous voyez juste ici, avec un fort niveau d'achat au niveau des 108 400 $. À l'époque, on était fin août. Et ici, tout début septembre, on avait fait un deuxième creux avec ici une reprise haussière. Donc là, c'était très positif et on est venu chercher la liquidité qui se trouvait sous ce creux-là pour pouvoir repartir fortement à la hausse. Et ça s'est fait dans un moment de peur extrême. Et c'est pas un euphémisme, honnêtement, on est venu chercher 28% sur le Fear and Greed Index. C'est vraiment très très étonnant d'être venu chercher des tels niveaux. Beaucoup de personnes ont identifié cette structure à une structure de top, ce qui est pas le cas. En tout cas, ce qui n'était pas le cas à ce moment-là, hein, parce que ici, je vous rappelle que les structures de top, c'est des phases de distribution. On est sur un actif qui est quand même relativement fortement capitalisé. Donc, quand on veut sortir des grosses positions, surtout des positions qui se sont construites depuis longtemps, et généralement, on va avoir ce qu'on avait pu avoir en 2021, par exemple. Donc, on va revenir là-dessus. C'est justement des grosses phases de distribution assez longues, comme on a pu avoir ici, avec des tops qui se font de plus en plus haut, hop, 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 avec justement un momentum qui se ramollit jusqu'à venir casser un fameux niveau de support et avoir notre sell-off. Ok, donc ça c'est ce qu'on avait eu sur 2021. Alors c'est pas toujours les structures qu'on peut avoir, hein. En 2017 c'était pas le cas, c'était une structure en blow-off top. Ok, les blow-off top, ils ont une autre tête, c'est-à-dire ici une cassure réelle, nette et franche de la tendance, avec, donc ici vous avez vu, hein, en quelques jours, on baisse de 45%, et un retour sur la reload zone, hein, vous voyez, donc ici, hop, si je vous affiche la reload zone, vous avez vu ici, on est venu chercher entre le 0,618 et les 0,786 de Fibo. À ce moment-là, quand on avait eu cette fameuse cassure franche et nette, après cette énorme phase haussière, à ce moment-là, quand on retourne sur les 0,618, 0,786, là, on récupère tout, on prend nos profits et on quitte le navire. Donc ici, c'est pas une structure de top, on n'est pas venu faire un blow-off top et on n'est pas non plus venu faire une structure de distribution. Ici, on est tout simplement on est venu faire une structure de réaccumulation, hein, tout simplement. On vient consolider à la baisse, on vient récupérer des niveaux de support dans lesquels se trouve de la liquidité.
La liquidité, vous voyez que elle se trouvait à l'époque en dessous du prix, hein, vous voyez ici, elle se trouvait en dessous du prix, hop, ici on avait des couleurs bien vertes, etc. Puis on est venu récupérer, faire un petit escalier baissier, à chaque fois laisser les personnes se positionner à l'achat, se dire que ça y est, c'est le point bas, on achète le bottom, buy the dip, on les épuise une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, jusqu'à vraiment poser un bottom. Et ensuite, on va faire l'inverse, hein. Vous voyez, sur le court terme, on est venu faire l'inverse avec les personnes qui sont vendeuses, qui se disent «Oh, c'est juste un dead cat bounce, hein, c'est juste un rebond dans une tendance baissière». Ils voient le prix consolider, ils décident de rentrer fortement à la vente, pardon. Donc des liquidités se créent au-dessus du prix et hop, on vient les récupérer. Une fois, deux fois, et là vous voyez que c'est un peu moins le cas. Donc soit il va falloir qu'on crée une consolidation un peu plus longue pour laisser le temps aux personnes de se positionner à la vente comme à l'achat. Vous voyez que là, il y a finalement assez peu de liquidités qui se créent en dessous et au-dessus du prix en termes de contrats dérivés. Et vous voyez qu'ici, sur le long terme, on a par contre ici des liquidités qui se trouvent au-dessus du prix. Les liquidités qui se trouvent en dessous du prix sont celles qui ont constitué nos principaux niveaux de support. Donc on parle des 108 000 dollars et des 90 000 dollars. Donc c'est peu probable qu'on aille les chercher. Je pense pas que le marché ait besoin de s'alimenter comme ça en liquidation pour recharger, hein. Il y a eu beaucoup de niveaux d'achat qui ont été atteints ici, des buy limits en masse, hein. Vous voyez qu'ici, on est venu vraiment consolider, on est venu écraser la volatilité complètement jusqu'à faire ce fameux short squeeze. Et en fait, là, on assiste à un mouvement qui est très intéressant et qui est vraiment typique des livres, des livres de trading et des livres d'analyse graphique. C'est un rallye de disbelief. Comment ça se caractérise? Un rallye de disbelief, c'est tout simplement une tendance haussière qui est entretenue par les personnes qui n'y croient pas. C'est justement parce que la foule ne croit pas en ce rallye qu'il a lieu. Et en fait, c'est une boucle qui s'auto-entretient, qui vient forcément à un moment ou à un autre à être arrêtée. Mais justement, ici, en fait, le prix monte. Le prix monte et les personnes n'y croient pas. Donc, elles se positionnent vendeuses. Ça, on le voit également sur l'order flow, hein. Si on regarde ici sur CoinGlass, vous voyez, hein, ça c'est ce que j'ai partagé sur le groupe Telegram, notre groupe privé, notre cercle d'investisseurs. D'ailleurs, si vous voulez le rejoindre, n'hésitez pas, vous avez tous les liens en description, hein. J'y partage toutes mes analyses en temps réel, les alertes, les altcoins que je suis, voilà, pendant cette phase-là, les altcoins sur lesquels il fallait se positionner pour profiter du rebond haussier. Donc d'ailleurs, on en a bien profité, hein. Les membres du groupe en sont témoins, mais ici, j'avais appelé à un bottom, hein. C'était pas très compliqué à voir, honnêtement. Ça a pu être plus compliqué par le passé. Ici, vous voyez qu'on avait eu une chose intéressante, c'est-à-dire pendant cette phase-là, on avait eu une grosse compression du prix et on avait eu ici des funding rates qui étaient venus baisser. Donc ici, à ce moment-là, on avait en fait un switch au niveau de la mentalité, des émotions que ressentent les investisseurs. À ce moment-là, les personnes étaient dans la peur. Les personnes se sont dit, ça y est, c'est la fin, on va casser le support, on va aller plus bas. C'est le dernier support et après, on va créer notre fameux M-top, hein. Donc ça, c'est un peu la base. Ici, on va casser le support, on va créer un M-top et on va aller chercher beaucoup plus bas. Ça y est, c'est la fin du cycle, etc. Donc, bon, évidemment, quand la foule pense quelque chose, et surtout quand elle pense la même chose en grand nombre, eh ben, elle a tort. Et donc, vous voyez qu'ici, à ce moment-là, on a eu justement une consolidation. Et à ce moment-là, vous voyez que à chaque fois, on a eu un rallye de disbelief, c'est-à-dire sur cette phase haussière. Donc, c'est ce que j'ai partagé justement à tous les membres du groupe. Donc vous voyez, hein, je leur partageais ici un scénario, on était le 30 septembre à l'époque, avec un scénario privilégié, avec un open interest qui montait, des fundings qui baissaient, donc la probabilité d'un short squeeze, avec un retour au niveau des 117,8 et 118,8. Donc là, voilà, hein, je leur partageais ici une augmentation de l'open interest, avec du coup justement une augmentation fortement probable du prix, avec un retour sur ces niveaux
ces niveaux de liquidation juste là, donc ici et ici, bon, bah, vous voyez que on est venu chercher entre 117,8 et 118,8. On est venu se loger pile poil à cette position-là, sur ces niveaux de prix-là. Bon, bah, évidemment, ici, quand on a des niveaux de prix qui sont quand même assez facilement dessinés par les niveaux de liquidation, etc., bah, c'est pas trop difficile de savoir où ça va se ranger. Et vous voyez qu'en fait, à chaque fois qu'on avait eu comme ça, juste là, des phases où l'open interest augmente, et ici, on avait des phases où les fundings baissaient. Donc, c'est-à-dire que pendant que l'open interest montait, donc c'est-à-dire les positions sur les contrats dérivés étaient en train d'augmenter, et ben on avait des personnes qui switchaient bearish, qui pensaient que bah ça y est, c'était le fameux rebond, le fameux dead cat bounce, et là on allait baisser. Donc ici, on a eu beaucoup de personnes à ce moment-là qui sont rentrées en étant vendeurs à découvert. Et donc ici, on a eu justement une consolidation, puis un short squeeze. Ok, idem, ici, bah, vous voyez ici juste là, on a eu une augmentation de l'open interest et vous voyez que ça s'est fait ici pendant une phase de baisse des fundings. Ici, idem, vous avez eu ici une augmentation de l'open interest et ça s'est fait juste là, on a démarré ici sur une baisse des fundings. Ok. Après, donc là, la particularité, c'est justement que les fundings sont en train petit à petit de remonter. Donc là, il va falloir être vigilant sur le court terme, parce que bon, bah, je pense qu'on a liquidé tous ceux qui pensaient faire une stratégie justement vendeuse. Bon, bah là, quand vous prenez l'équivalent de plus 10%, 9,5% d'augmentation en l'espace de 3 jours, 4 jours. Bon, bah là, c'est un petit peu dur à assumer, hein. Les vendeurs se sont beaucoup épuisés, ont perdu beaucoup de capital. Donc là, en fait, on retrouve petit à petit un équilibre entre acheteurs et vendeurs. Je vous rappelle que c'est la base de l'action de prix. La lecture du prix et la lecture de faire une analyse graphique, c'est analyser les mouvements de déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs, entre les phases d'offre et les phases de demande, ou les phases où l'offre est plus importante que la demande, ou l'inverse. Et là, vous voyez que on avait du coup un déséquilibre entre acheteurs et vendeurs, avec du coup des vendeurs qui se positionnaient et qui se faisaient short squeeze, donc on atteignait leur niveau de liquidation, ce qui fait qu'ils passaient acheteurs, hein. Ça se voyait également sur le CVD. Ici, cumulative volume delta, vous avez vu ici, on a eu ici une forte augmentation du CVD. Donc c'est-à-dire que ici, on avait beaucoup d'acheteurs qui étaient en ordre au marché. Et en fait, ça, c'est tout simplement des liquidations, d'accord ? Quand on a un shorter, quelqu'un qui parie à la baisse, qui se retrouve liquidé, il doit racheter sa position, il rachète sa position au marché, et ça crée justement comme ça une cascade de liquidation, ce qu'on appelle un short squeeze. Donc ici, plutôt positif de voir que on a comme ça pu entretenir un mouvement aussi assez puissant. Ce qui est positif, c'est que on est venu comme ça liquider beaucoup de vendeurs, donc ça a un petit peu mis un coup de frein à tous les vendeurs qui pourraient vouloir se positionner dès à présent, hein. Vous voyez qu'ici, on a eu une forte tendance acheteuse sur le CVD, hein. C'est assez puissant. Mais là, bon, on retrouve des niveaux de funding qui sont un peu plus neutres. Alors honnêtement, on est à 0,06. D'habitude, les fundings neutres sur le Bitcoin, en règle générale, on se situe plutôt autour des 90, d'accord, des 0,9%, 0,09%, pardon, hein. Mais voilà, ou des 0,1%. Bon, voilà, on est plutôt généralement autour de ces niveaux-là. Donc là, on n'est pas encore dans un niveau d'euphorie majeur, hein. Les personnes qui étaient bien positionnées, hein, comme nous, par exemple, on garde la tête froide. On sait qu'on atteint ici une zone majeure de retournement, hein, puisqu'on vient reprendre ce niveau de top qui était celui du top local du 18 septembre 2025. Au niveau des 118 000 $, on est venu le chercher, on consolide à ce niveau-là, c'est tout à fait logique, pour le moment il n'y a pas de panique à avoir, il n'y a pas à se dire oui on va avoir un retournement parce que sinon on aurait transpercé ça comme dans du beurre. Non, il faut quand même relativiser, on vient de faire un mouvement de plus 10% en l'espace de 4 jours, on a beaucoup de nos altcoins, nous, sur lesquels on était positionnés, qui ont fait des plus 20, plus 25% à l'espace de 4 jours. Donc bon, il faut garder la tête froide, c'est plutôt positif, on prend ce qu'il y a à prendre, mais là, bon, voilà, pour ceux qui sont plutôt sur des stratégies court terme, prendre des profits à ce niveau-là, c'est pas délirant, hein. On a petit à petit un équilibre entre acheteurs et vendeurs, ce qui fait qu'on pourrait avoir ce qu'on a pu avoir
par le passé, hein. Je regarde par exemple ici pendant la dernière phase de range, on a eu un mouvement puissant hein, qui avait été porté justement entre là et là. Donc vous voyez, un pareil 10%. Bon, on avait eu une consolidation. À ce moment-là, ceux qui prenaient des profits, bon, c'est pas déconnant. Hein. Vous voyez, vous prenez plus 10% en 4 jours. Globalement, prendre des profits, ça me semble être quand même une bonne idée. Ici, pareil, hein, vous voyez que justement ici, quand on était venu prendre là en l'occurrence 5%. Bon, ensuite, prendre un petit peu de profit, se calmer un petit peu. Quand on retrouve justement des phases où ici, on avait des fundings qui étaient fortement négatifs, puis après on repasse dans le neutre. Bon, à ce moment-là, vous voyez qu'ici, on était dans le neutre. Ça faisait un moment qu'on consolidait. Se dire, je prends des profits pour me protéger, c'est pas délirant. Puis ensuite, vous voyez que là, à l'inverse, quand on est venu baisser, hop, ici, on a eu des phases où les fundings ont rebaissé. Bon, évidemment, c'est pas magique. À chaque fois, c'est à adapter au contexte, etc., à la macroéconomie et aux mouvements fondamentaux. Hein. Je vous rappelle que les mouvements et l'analyse technique, c'est la décomposition de deux gros types de vagues. Hein. La vague sous-jacente, c'est la vague fondamentale. Est-ce que fondamentalement, on a plus d'acheteurs que de vendeurs? Et ensuite, on ajoute à ça la partie technique. Là, on a passé pas mal de temps sur la partie technique. Et sur la partie fondamentale, vous voyez que ici, au niveau des ETF, ça fait 3 jours qu'on enchaîne les entrées d'argent sur les ETF Bitcoin, 500, 400 millions, 300 millions. Bon, c'est pas mal. On a quand même pas mal d'acheteurs qui viennent se repositionner. Vous voyez ici au niveau de la courbe justement des inflows sur les ETF Bitcoin. Bon, c'est plutôt positif. Hein. C'est plutôt très positif. On va aller faire un tour. J'ai pas été regardé au niveau des ETF Ether. Mais vous voyez, la journée du 29, on a eu une grosse journée d'augmentation. Et là, c'est plutôt soutenu. Donc au niveau des alts, c'est plutôt positif de voir que justement, on a comme ça beaucoup d'achats sur Ethereum, ce qui fait qu'on pourrait avoir comme ça un rallye qui serait porté par Ether. Ça se voit également hein, juste ici au niveau d'Ethereum, qui a bien lui aussi repris des couleurs, hein, qui en avait bien besoin d'ailleurs. Mais ici, on est venu faire une perf assez intéressante de plus 15% en l'espace de moins d'une semaine. Donc très bien, là on retrouve des niveaux d'équilibre au niveau des fundings, vous voyez. Mais globalement, c'était pareil. Hein. On a fait un fameux rallye de disbelief. Lui, c'était moins marqué parce que ça s'est surtout marqué sur Bitcoin. Ici, vous voyez qu'il y a eu assez peu de positions qui ont été ouvertes sur les contrats dérivés. Hein. L'open interest est resté assez faible. Ici, on a eu justement une augmentation de l'open interest sur justement juste ici, ce qui nous a permis d'entretenir ce fameux short squeeze. Bon, vous voyez que c'était plutôt intéressant de jouer justement un positionnement altcoin, hein, parce que là, on est dans une phase où, quand Bitcoin pump, les altcoins pump plus que lui. Donc ça, c'est très bien. C'est pas le cas de tous les altcoins, hein, mais j'en parle régulièrement. Je ferai un focus altcoin dans les prochaines vidéos. Probablement demain, je sortirai une vidéo dédiée sur les altcoins. Donc voilà, vous voyez qu'ici, on a une jolie performance. Et au niveau fondamental, du coup, si on regarde un petit peu aussi au niveau de l'accumulation des baleines, vous voyez que c'est toujours le cas. On a des baleines qui ont augmenté leur position sur ce précédent point bas au niveau des, juste ici, hop, au niveau des 109, 110 000 $. Donc là, c'est également positif. On n'a pas forcément de prise de profit particulièrement dédiée aux baleines, donc aux très très gros portefeuilles. Par contre, la chose un petit peu à surveiller et que je vous partage, ça, vous l'avez pas si vous n'avez pas un compte premium. Donc nous, c'est l'avantage qu'ont nos clients, les membres de notre cercle d'investissement, c'est de pouvoir être alerté de tout ça en temps réel. Justement, là, vous le voyez parce que ça tombe le bon jour. Hein. Je fais des vidéos les jeudis et les lundis. Donc ici, je vous le partage également. Ici, pour que vous soyez prêts, on a eu une zone de prise de profit. On a eu un petit spike de prise de profit. Alors, c'est pas énorme, hein, c'est pas le gros spike violent, il faut tout vendre, etc. Mais vous voyez, ça corrobore un peu la théorie dont je vous parlais juste avant. Quand on a des niveaux clés qui sont atteints, quand on a une forte augmentation, surtout en peu de temps, prendre des profits, ça peut être intéressant. Généralement, quand on se pose la question, est-ce que je prends des profits ou est-ce que j'en prends pas? Généralement, il faut en prendre, d'accord? Si on se pose la question, c'est généralement qu'en vrai, on se dit qu'il faudrait, mais on est toujours soumis à ce fameux FOMO, ce fameux Fear of Mixing Out.
Donc gérer ses émotions, c'est le principal apprentissage, moi, que j'ai dû faire dans ma carrière d'investisseur, hein, parce que vous voyez, depuis toute cette partie que vous voyez à l'écran, c'est des cotations que j'ai vues en temps réel. Donc ici, il y a eu beaucoup de volatilité par le passé, etc. Et quand on est trop soumis à ses émotions, on a tendance à faire des grosses erreurs. Donc il faut comme ça se baser sur des données fiables, émettre des scénarios, y apposer des probabilités et jouer ces scénarios et ces probabilités. D'accord ? La gestion de risque, c'est hyper important. Donc là, on a fait une forte montée, on a une petite zone de prise de profit sur Bitcoin. On retrouve des niveaux d'équilibre sur les fundings. Bon, se calmer un petit peu, ou en tout cas stopper ses achats, ça peut être intéressant. Ça va dépendre beaucoup de vous. Si vous avez une seule somme, je ne sais pas, si vous avez 10 000 euros dans la crypto et que vous souhaitez uniquement garder ces 10 000 euros-là, peut-être en vendre 10-15%, ça peut être intéressant. Pour ceux qui rajoutent 1000 euros chaque mois, bon là, attendez peut-être avant de les rajouter. Attendez une phase au moins de stabilisation du prix. Hein. Vous voyez que là, quand même, au niveau daily, c'est quand même assez puissant. Ici, avoir ne serait-ce que ça, d'accord ? Ne serait-ce que ce qu'on a pu avoir ici, c'est totalement plausible. Vous voyez qu'on a eu une forte phase haussière. Avoir 4, 5, 6 jours de cotation sur les niveaux de prix actuels, au niveau des 117, 118 000 $, l'histoire de recréer un petit peu de liquidité au-dessus et en dessous du prix, de garder des personnes dans un environnement bearish. Bon, vous voyez également sur le Fear and Greed Index, on est au niveau des 64%. Donc là, on a une petite remontée du Fear and Greed. On repasse un petit peu dans l'avidité. Bon, ça reste pas violent, mais quand même, il faut être vigilant parce que voilà, ça corrobore un peu la théorie. Le rebond est puissant. Bon, punir les derniers entrants, ceux qui sont venus ici sur le breakout. Punir les acheteurs de breakout, ça reste un truc que Bitcoin sait faire et aime faire. Donc voilà, avoir ça, ok, c'est pas du tout impossible. Honnêtement, vu la forte montée, ce serait même un peu sain. Après, c'est pas très grave s'il le fait pas et qu'il continue à partir. Hein. Je vous rappelle qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui sont sorties, qui ont vendu, qui ont capitulé. Et donc ici, en fait, elles cherchent un moment pour re-rentrer. Et là, tant que Bitcoin monte en ligne droite, ces personnes-là, elles sont de côté et elles attendent et elles sont frustrées. Et ça, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Et justement, quand elles vont commencer à racheter, ce sera à ce moment-là qu'on va dessiner un top. Donc il va falloir regarder bien entendu ça. D'un point de vue moyen terme, donc je vous rappelle, hein, ces fameux mouvements fondamentaux qui déterminent si le prix va aller beaucoup plus haut ou si la tendance est plutôt une tendance baissière. Est-ce qu'on est plutôt dans une tendance haussière avec des creux et des sommets ascendants, ou est-ce qu'on est plutôt dans une tendance baissière avec des creux et des sommets descendants? Ça, c'est les mouvements fondamentaux qui le disent. Au niveau de la cyclicité, là, on est plutôt pas mal. Hein. Vous voyez que si on regarde par rapport au halving, vous voyez qu'on devrait avoir un top plutôt prochainement. Si on regarde par rapport au bottom, là, on est quand même assez similaire à ce qu'on avait pu avoir sur les cycles de 2017-2018, et également sur le cycle de 2020-2021. Voilà, si on en croit ici la temporalité, la saisonnalité, c'est plutôt le bon moment. Si on regarde par rapport au top, idem, hein, là, on est à la limite justement de suivre ce fameux cycle de 2017. Hein. Vous voyez que on avait eu une phase haussière très importante qui s'était arrêtée mi-août ici sur le Bitcoin. Vous voyez que ça correspond totalement en termes de nombre de jours au cycle de 2017. Hop, on avait une correction, puis une remontée assez violente. Honnêtement, je pense sincèrement que ça pourra être le cas. Je pense toujours qu'on aura un top de Bitcoin d'ici la fin de l'année. Évidemment, j'ai pas de boule de cristal, donc j'adapterai mon scénario. Mais en tout cas, je pense toujours qu'on a du jus pour aller plus haut. D'autant qu'on n'est toujours pas rentré dans cette fameuse phase mania. Toujours pas d'entrée, que ce soit dans les recherches du terme crypto sur Google, ni sur le nombre de vues des principaux influenceurs YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous voulez soutenir la chaîne. Vous savez que l'algorithme YouTube met en avant les vidéos qui sont les plus vues, les plus commentées, les plus likées, sur lesquelles vous passez le plus de temps. Donc évidemment, si l'algorithme voit que vous êtes nombreux à vous abonner sur une vidéo, il va avoir tendance à la proposer à un plus grand nombre de personnes.
Moi, ça m'aide parce que ça valorise mon travail en fait auprès de YouTube. Donc n'hésitez surtout pas. Vous êtes nombreux à nous avoir rejoints sur YouTube et je vous en remercie. Je vous en remercie beaucoup. Donc n'hésitez pas. Le meilleur reste à venir. Soyez-en certains. Ok, donc on va continuer maintenant sur la partie macroéconomie et les mauvaises nouvelles, la bonne mauvaise nouvelle qu'on a pu avoir hier, hein, en l'occurrence. Hier après-midi, on a eu des informations sur les créations d'emplois non agricoles et vous voyez que on a eu un ralentissement. Donc la semaine dernière, enfin dans la dernière fois, le dernier rapport sur l'emploi, il nous indiquait qu'on avait eu une baisse du nombre de créations d'emplois de 3000 créations d'emplois. On attendait une augmentation de 52 000 emplois et finalement on a une baisse de 32 000. La résultante de tout ça, je vous rappelle que la Réserve fédérale américaine, pour baisser ses taux, pour faire des programmes de rachat d'actifs, etc., elle s'appuie sur deux données. La principale, c'est l'inflation. L'inflation est totalement maîtrisée. Bon, totalement, je sais pas, mais en tout cas, elle est bien maîtrisée. Vous voyez qu'on stagne depuis mai 2025. L'objectif de la Réserve fédérale américaine, c'est de maintenir une inflation à 2%. Bon, eux, dans leurs chiffres, hein, ils regardent le PCE Core, on est à 2,9%. On n'est pas à 2,25, il y a un petit delta, mais l'essentiel, c'est que ce soit stable. C'est stable, il n'y a pas d'augmentation de l'inflation est maîtrisée, donc ça, c'est plutôt très positif. Mais la deuxième partie, la deuxième chose qu'ils regardent, c'est les inscriptions au chômage. Et en fait, ils sont tout le temps tiraillés entre ces deux parties. Quand vous avez un chômage qui augmente, bah, l'essentiel, c'est de baisser les taux, parce que quand vous baissez les taux, vous diminuez la charge sur les entreprises qui vont avoir tendance à, du coup, plus investir, hein. Forcément, si vous vouliez emprunter de l'argent pour faire des investissements, refaire votre hangar, acheter du matériel, etc., vous n'allez pas le faire avec des taux à 5% ou à 7 ou à 8%. Par contre, quand on baisse les taux, 4%, 3%, 2%, bon, bah là, ça redevient intéressant d'investir et de refaire des crédits. Et donc ça pousse l'investissement. L'investissement, une fois qu'il est poussé, ça permet du coup aux entreprises d'embaucher également, hein, parce qu'il y a l'investissement matériel, mais il y a l'investissement en termes de charges salariales. Donc quand vous avez votre compte d'exploitation qui est surchargé par des créations d'emplois sans cesse, bon bah voilà, quand vous êtes dans un moment où vous n'avez plus de marge, bah, vous cassez vos coûts, et pour casser vos coûts, bah, c'est généralement, ça se traduit par une baisse des effectifs et donc une augmentation du chômage. Donc la Réserve fédérale américaine, là, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit une inflation qui est maîtrisée et un chômage qui se dégrade. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle accentue son rythme de baisse de taux. Donc ça a pas été annoncé par Jérôme Powell, parce que bon, bah forcément, lui, il annonce pas les choses comme ça en live, c'est pas vraiment un Trump qui va tweeter des choses. Mais vous voyez que la probabilité d'avoir une baisse de taux sur la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine, qui aura lieu dans 4 semaines, bah vous voyez qu'elle est passée à 99%, hein. On était aux alentours de 85, 87%. Bon, bah là, vous voyez qu'on est à 99%. Autant dire que ça aura lieu. On aura une baisse de taux de 25 points de base au moment de la prochaine réunion du 29 octobre. Donc ça, c'est positif pour nous. C'est positif parce que plus les taux baissent, moins c'est intéressant pour, les capitaux d'être positionnés sur les obligations. En fait, tout simplement, quand vous avez 50 milliards à investir, quand vous avez des taux d'intérêt à 5%, vous vous dites pourquoi je vais m'embêter la vie à prendre mes 8-10% bruts sur un marché boursier, alors que je peux avoir du 5% sur les contrats obligataires, et ça avec un risque zéro. Donc vous augmentez votre pondération sur les obligations. Quand on passe à 4%, bon, bah 4% versus 10% d'augmentation sur les marchés boursiers, bon, bah là il commence à y avoir un petit delta. Mais quand vous avez 3,7, 3,5, 3,2, 3%, bon, bah entre 3% et 10%, ça commence réellement à être intéressant d'être quand même fortement pondéré sur les actions. Je vous rappelle le fameux TINA, There is no alternative. C'est ce qui a maintenu en fait le S&P 500. Si on regarde la courbe du SP 500, vous voyez que bah, la courbe elle est exceptionnellement belle. Vous voyez depuis ces fameux moments où je sortais ma vidéo sur ne vous faites pas avoir, Trump est milliardaire, il a aucun intérêt à faire chuter le marché boursier, etc. Soyez-en sûrs, c'est une opportunité d'achat. Bon bah vous voyez que depuis,
On a fait une jolie performance, hein, que ce soit sur les cryptos ou sur le marché boursier. Vous voyez qu'ici, on a fait quand même plus 40% sur les marchés boursiers, et ce, en l'espace de, hop, 178 jours. Hein. Donc quand même, en l'espace de 6 mois, on a fait une performance qui était vraiment exceptionnelle, à 40% en 6 mois. Je vous rappelle qu'on est quand même dans la bourse, hein, on n'est pas dans la crypto. Je vous rappelle que beaucoup de cryptos n'ont pas fait cette performance, malgré que ce soit des altcoins faiblement capitalisés. Et ici, c'est aussi parce que there is no alternative. D'accord? Donc là, évidemment, on va surveiller les retournements qu'on pourrait avoir sur les marchés boursiers. Mais là, vous voyez que ce soit le S&P 500, que ce soit, alors je vais l'avoir ici, le gold qui nous a fait un ATH. Donc vous voyez, il est venu se ranger dans la zone qu'on avait prédéterminée. Vous voyez qu'on est actuellement à 3860 $. Je rappelle que le gold et le Bitcoin sont plutôt assez corrélés l'un et l'autre. Si je vous montre un petit peu ici ce qu'il en est, hop, si on compare avec BTC USDT, hop, on va regarder ça sur une nouvelle échelle de prix. Vous voyez qu'on a une courbe qui est quand même très similaire, mais décalée dans le temps. Ok, hop, alors je vais vous afficher ça. Vous voyez ici, tac, on a Bitcoin juste là, et on a donc Bitcoin en rose, le gold juste au-dessus en blanc. Vous voyez ici, on a globalement, à chaque fois, un top qui est marqué ici sur le gold, et quelques temps après, un top qui est marqué sur le Bitcoin. Le bottom, le bottom. Ensuite, on a un top avec une reprise haussière, et quelques temps après, on a la reprise haussière sur le Bitcoin avec un top qui est marqué. On a eu ici une phase d'accumulation, un peu un triangle de compression. Bon, vous voyez que depuis quelques mois, on a ce fameux triangle de compression qui est également en train de se matérialiser sur le Bitcoin. Et on a fait un breakout haussier avec justement une cassure de ce niveau actuellement qui était au niveau des 3500 $, et on est venu chercher 3900. Donc ici, la cassure de ce niveau-là, nous correspond à notre niveau des 120 000 $. Bon, vous voyez qu'ici, on pourrait aller chercher 130, 140, 150 000 $. C'est pas du tout délirant. En tout cas, le gold semble nous montrer la voie. Ce qui va déterminer un petit peu, c'est, je vous en avais parlé il y a quelques temps, mais c'est la courbe ici du Russell 2000. Le Russell 2000, c'est les small caps américaines. Vous voyez que depuis longtemps, hein, depuis ici 2021, octobre 2021, on a eu un top qui s'est marqué. Hein, c'est les deux lignes jaunes que vous avez pu voir. Octobre 2021, on a eu notre bear market dans les cryptos, mais en fait, c'était tout simplement notre crise inflationniste qu'on a rencontrée ici à ce moment-là. Ici également, novembre 2024, là, changement de paradigme, Trump est élu, on a du coup un rythme de baisse de taux qui est arrêté. Donc ici, pendant toute cette phase-là, je vous rappelle que la bourse, c'est un mécanisme d'anticipation. Donc pendant toute cette phase-là, les small caps ont augmenté parce qu'on a eu déjà des petites baisses de taux sur les taux américains. La Réserve fédérale avait baissé ses taux, et elle prévoyait de continuer la baisse de taux si Biden, et en l'occurrence Kamala Harris, avait été élu, puisque on n'avait pas de changement de paradigme majeur dans la politique qui allait être menée entre Biden 1 et Biden 2, ou alors entre Biden 1 et Kamala Harris 1. Donc ici, si les démocrates étaient restés au pouvoir, il n'y avait pas de soucis sur les droits de douane, sur les nouvelles dépenses, sur le chamboulement économique qu'a proposé Donald Trump. Et forcément, quand ça s'est matérialisé, hein, au moment de l'élection, vous voyez qu'ici, au moment de l'élection, la Réserve fédérale a dit on stoppe tout, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Et donc, ils ont décidé d'arrêter comme ça les baisses de taux. Et le fait d'arrêter les baisses de taux, ça fait que le marché, lui, il anticipe de nouveau un retournement. Il se dit finalement, on n'aura pas la tendance haussière qu'on espérait. Retournement. Jusqu'à atteindre notre climax au moment du fameux Liberation Day de Donald Trump, hein, au moment où il a annoncé son tableau avec les droits de douane appliqués aux différents pays. Vous voyez qu'on est venu rechercher ce niveau-là. On a buté dessus. Bon, logique, c'était une résistance majeure. Donc les vendeurs ici, prennent des profits. Donc les acheteurs, prennent des profits. Donc ils se transforment en vendeurs. Et les vendeurs à découvert, eux, ils se disent que on atteint un niveau de support majeur, de résistance majeure, pardon. Donc ici, il est temps de se positionner vendeur pour repartir sur
potentiellement une reprise des niveaux un peu plus bas, des supports qu'on peut avoir par exemple ici au niveau des 2300 ou 2250 points. Et donc ça, chez Medusa, on surveille ça comme le lait sur le feu parce que je pense honnêtement que lorsqu'on va casser ça à la hausse, et je pense que ce sera le cas, puisque bon, bah là, sauf signe noir, on devrait enfin pouvoir casser ces niveaux-là et donc partir sur une réelle tendance haussière avec un rallye haussier des small caps entretenu par le fait qu'on aura des baisses de taux et une politique monétaire accommodante de la part de la Réserve fédérale américaine. Bon bah écoutez, on a parlé de pas mal de choses, je vous propose de vous arrêter là, j'ai un petit peu de mal avec ma voix. Merci à tous de nous suivre. Pour rappel, donc, le cercle de Médusa, c'est notre proposition de valeur auprès de vous. Pour tous ceux qui veulent apprendre, que ce soit l'analyse graphique, l'investissement sur les marchés crypto, etc. N'hésitez surtout pas. Il y a beaucoup de valeur qui est transmise ce cercle d'investisseurs. Donc nous, on vous propose quelque chose de clair. L'idée, c'est de suivre les baleines, de suivre leur comportement pour essayer de tirer un maximum de profit du secteur crypto, acheter bas, revendre haut, sélectionner les cryptos à fort potentiel. Ça, je vous partage ça bien entendu dans le cercle. Donc n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter via Telegram, hein, il y a le lien dans la bio et également dans la page que vous trouvez en description. Donc n'hésitez surtout pas, je vous remercie pour le temps accordé et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo.